Nous allons vous présenter le cas d'un patient de 68 ans qui a des antécédents vasculaires de type diabète de type 2, infarctus du myocarde, un pacemaker, une hypertension artérielle et un SAS appareillé. L'histoire de la maladie commence par des douleurs abdominales avec des frissons, un ictère à domicile depuis une semaine. Dans ce contexte, il a été adressé par son médecin généraliste aux urgences. Il a pu être mis en évidence un syndrome inflammatoire biologique associé à une cholestase ictérique, avec au scanner un aspect de dilatation des voies biliaires intrahépatiques et une image hyperdense du bas cholédoque compatible avec un calcul, raison pour laquelle il a été adressé dans notre centre pour la réalisation d'une écho-endoscopie CPRE. Les objectifs pédagogiques de ce cas sont de connaître la prise en charge de la lithiase de la voie biliaire principale, connaître les facteurs de risque de complications de la CPRE et surtout savoir prévenir la pancréatite post-CPRE. Les opérateurs pour ce cas sont le Dr Eddy Benosman et le Dr Enrique Pérez Cuadrado-Robles. Eh bien, bonjour à tous. Je suis d'abord très honoré de participer à ce workshop de la SFED chez nous, à l'HEGP, avec mon ami Enrique qui est avec moi. Alors aujourd'hui, on va travailler avec Agnès, notre infirmière d'endoscopie de choc. Et côté anesthésie, nous avons la joie d'avoir Sophie, notre IAD, et le docteur Laetitia Clé qui est à côté et qui vont surveiller le patient pendant l'examen. Alors, on va démarrer tout de suite l'examen. On est déjà installé en position transbulbaire. Donc, on a décidé de faire une écho-endoscopie systématique pour nos calculs du fait des recommandations de l'SGE, mais surtout pour faire une exploration complète et fine de tout l'arbre biliaire et la région pancréatique, car un calcul peut très bien cacher malheureusement d'autres choses. Alors, on était en position transbulbaire ici, et déjà en transbulbaire, avec un ballon un peu gonflé, on peut voir la région hilaire, donc déjà la vésicule qui est juste là. On voit que ces parois sont feuilletées et épaissies. On pourrait mesurer éventuellement l'épaisseur de la paroi sur le versant hépatique qui est là et qui est à plus de 3 mm. Et donc c'est une cholécystite écho-endoscopique lithiasique avec plusieurs cônes d'ombre au sein du sac vésiculaire. Et en faisant une manœuvre de poussée légère et de rotation horaire, on va tomber progressivement sur le tronc-porte qui est juste ici, à 7 heures, et la gastro-duodénale qui est à 6 heures, puis en faisant encore quelques manœuvres de rotation interne et de poussée, on arrivera sur la voie biliaire principale qu'on a vu passer tout à l'heure, que vous avez vu passer ici. Donc là, c'est la convergence avec le cystique. Et si on arrive à suivre la voie biliaire, c'est un patient de 89 ans, donc avec un duodénum un peu atone. On va vous montrer la voie biliaire. Voilà. Et voilà. Donc là, on voit le bas de la voie biliaire qui était juste là, puis la partie rétropancréatique de la voie biliaire que vous voyez juste ici. Et au sein de cette voie biliaire, on la voit entièrement déroulée avec du matériel lithiasique, des cônes d'ombre, la partie pédiculaire avec la convergence biliaire, la partie duodénale avec l'ampoule qu'on va aller voir de manière un peu plus précise. Et voilà. Et là, lorsqu'on déroule la voie biliaire sur le versant duodénal, on voit la papille en poussée. Donc là, on est en poussée, on ne voit pas l'intégralité de la papille. Ce n'est pas une bonne méthode pour voir la papille. Et là, la terminaison des deux canaux avec le canal pancréatique principal qui est juste ici, le massif ampulaire qui est écrasé puisqu'on est en poussée, et le parenchyme pancréatique de la partie basse de la tête du pancréas qui est ici, et qu'on va mieux observer au retrait. Alors, pour la manœuvre de retrait, on se met en position longue dans le D3, et on va faire une manœuvre de retrait caté, ce qu'on appelle le retrait spécifique, ce qu'on apprend avec les anciens. Et lorsqu'on fait ce retrait spécifique en position très fermée et en béquillage up, on va observer d'abord, on a vu passer l'incus qui était beaucoup plus bas, et encore plus en tractant, on voit la partie antérieure et inférieure de la tête qui est dans cette zone-là, qui est une zone qu'il faut absolument explorer puisque c'est une zone aveugle lorsqu'on est en poussée. Et si on retracte encore un petit peu, on verra apparaître à 6 heures l'ampoule. Donc c'est la méthode de choix pour vraiment regarder l'ampoule de manière efficace. Donc si je traque encore un tout petit peu, on va voir apparaître le massif ampulaire qui ressemble à une sorte de polype duodénal un peu dégénéré.
voilà, qui est là, vous voyez, donc si vous êtes à ce niveau-là, ça veut dire que vous êtes au niveau de l'ampoule, et c'est là où il faut le mesurer en antério-postérieur. Et donc l'ampoule fait 7 mm, donc elle est normale. Lorsqu'on va tracter un peu plus, on va d'abord sortir le canal pancréatique principal qui est juste là. Oula, excusez-moi. Alors montre-nous, merci Enrique. Le canal pancréatique principal qui est juste là, puis la voie biliaire principale qui naît, enfin en tout cas qui a la partie susampulaire, que l'on pourra du coup dérouler en tractant un calcul. On retrouve la voie biliaire principale. Alors là, c'est la veine mésentérique avec le défilé mésentérique aux portes. Et si on tracte encore plus, en gonflant le ballonnet, c'est très important, Eddy, comme tu dis, de faire une bonne échoendoscopie diagnostique, pas que pour voir les lithias ou les calculs éventuellement qu'on suspecte de la voie biliaire, sinon aussi l'ensemble du parenchyme pancréatique et l'anatomie biliopancréatique. Est-ce que, en vue d'une éventuelle CPRE, vu qu'il y a des lithias dans la voie biliaire, est-ce que tu penses qu'il y a des facteurs échographiques qui pourraient éventuellement prédire la difficulté ou la technique des CPRE par la suite et qui pourrait être utile pour la réalisation de cet examen? Alors c'est une bonne question, oui, la réponse est tout à fait, la réponse est oui. D'une part, avec l'échoendoscopie, on peut mesurer la taille des calculs dans la voie biliaire principale, puisque la taille des calculs est prédictive de la difficulté de l'examen. Si un calcul est supérieur à 10 mm, il est classé d'emblée dans la classification grade 3 ASGE, qui vous donne une classification de difficulté des CPRE. Il y a aussi la convergence avec le cystique, qui est une information importante pour nos amis chirurgiens. Tout à fait, oui. Puisqu'ils ont besoin de savoir si le cystique est d'implantation basse ou alors d'implantation courte. Si le cystique est court, ce sera plus difficile pour eux si le cystique est court, que l'on voit très bien ici. Donc c'est une information qu'il faudra dire sur l'échoendoscopie. Il faudra voir s'il n'existe pas de complications vésiculaires, avec notamment des zones ischémiques de la paroi, voire un aspect préperforatif ou ischémique de la paroi. Quelquefois, il faudra être très attentif sur si vous voyez par exemple une voie biliaire qui est obstruée avec une vésicule qui est plate ou alors contenant de l'air, il faudrait s'acharner à rechercher par exemple une fistule. Et là, par rapport justement à l'épaississement qu'on décrivait avant de la voie biliaire principale, que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve finalement assez fréquemment quand on va dépister des calculs, à quel moment on peut dire que c'est un épaississement pathologique ou suspect d'un cholangiocarcinome ou d'un ampulome endocanalaire, ou est-ce qu'il y a des facteurs échographiques qui vont plutôt être en faveur d'un épaississement tumoral ou suspect? Alors, lorsque vous avez un épaississement régulier et homogène sur toute la voie biliaire principale, c'est habituel dans les migrations lithiasiques puisque c'est une colédocyte. Ça s'observe aussi chez les patients qui ont une prothèse métallique avec d'aérobilie et une translocation bactérienne rétrograde. Pour ce qui est de la vésicule biliaire, dans un contexte septique, si c'est régulier, homogène avec une paroi un peu hyperéchogène de cholestérolose, ce n'est pas du tout inquiétant. Ce qui, effectivement, comme tu dis, il faut regarder, ce sont les épaississements irréguliers, transmuraux, hypoéchogènes, et voilà, c'est de l'irrégularité, l'aspect, et la dilatation d'amont. D'accord. Je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres infos. Oui, tout à fait. Après, dans tous les cas, même si on voit bien alors la présence des calculs transvulvaires, tu conseilles de faire quand même un examen au niveau du D2 et au niveau transvulvaire pour bien parcourir toute l'anatomie biliaire. Alors c'était le but de notre démarche ici devant vous, c'était de vous montrer vraiment toute une exploration un peu exhaustive à la fois du D2, de la vésicule biliaire, et puis aussi de la partie corporocodale. Donc là, on est au niveau de la partie droite du corps du pancréas. Et Enrique est en train de vous montrer le canal pancréatique principal qui est ici. Et puis en faisant un peu de béquillage latéral droit, on peut dérouler l'ensemble du corps du pancréas qu'il faut explorer, examiner de haut en bas, c'est-à-dire en faisant de petites manœuvres de poussée et de retrait. Donc là, c'est un pancréas qui est assez gras, donc l'écostructure n'est pas parfaite. Voilà. Et si on déroule avec du béquillage latéral droit et qu'on fait du haut et du bas, on déroule à la fois sur la partie supérieure avec les vaisseaux spléniques et puis la partie inférieure que l'on voit ici avec le gaz des intestins qui sont en dessous. Donc là, on est à l'aplomb
du corps, hein, parce qu'on voit le rein qui est en bas. Et puis si on fait vraiment de la position fermée et du becquage latéral droit, on va arriver à l'aplomb de la rate, qu'on ne verra pas très bien. Quelquefois, on ne les voit pas très bien chez les hommes âgés. Voilà, donc la rate qui est dans cette zone-là et qui donne la définition anatomique de la queue du pancréas. Voilà. Donc là, on voit le heel Là, splénique. on voit bien l'île splénique, ouais. Très bien. Bon, donc on conclut que ce monsieur, il a une lithiase de la voie une lithiase vésiculaire compliquée et des calculs dans la voie biliaire qui sont multiples, et donc il y a une indication de faire une CPRE avec sphinctérotomie et extraction des calculs. Un dernier coup d'œil lorsqu'on sort, on regarde toujours le foie gauche, segment 2-3, et un petit coup d'œil sur le médiastin pour repérer des adénopathies suspectes, et puis on sort. Ici, on est en train de tout préparer pour réaliser cette deuxième partie de la procédure qui consiste à faire une CPRE. Et pour cela, on a un appareil à usage unique, le Exalt Model D de Boston, qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est un duodénoscope, comme vous le savez, à usage unique et qui a les avantages des appareils justement à usage unique et en particulier de prévenir l'infection des patients, d'éviter les lavages et toute la logistique derrière l'utilisation de ces appareils et qui permet de réaliser tous les types de procédures avec toutes les indications qu'on est habitué pour la CPRE et notamment l'extraction des calculs, que c'est l'indication qu'on a aujourd'hui. Donc c'est important, une fois qu'on l'a déballé, de bien les plier un tout petit peu pour prendre bien la forme. Après, bien évidemment, c'est un appareil qui est un tout petit peu plus souple, mais on s'habitue quand même assez rapidement à la manipulation. Et après, par la suite, il a exactement les mêmes fonctionnements qu'un duodénoscope conventionnel. Bon, je continue maintenant pour brancher les systèmes. Alors toujours sur l'équipement et le matériel, nous allons utiliser pour drainer le patient un sphinctérotome de chez Olympus, qui est un sphinctérotome de 0,20 qui accueille un 0,25 avec un fil guide VisiGlide 2 de 0,25 qui a une extrémité assez hydrophile et souple. J'ai également prévu un deuxième fil guide Jaguar au cas où on faisait une cannulation involontaire du pancréas. Une aiguille après coupe de chez Boston afin de faire une infundibulotomie en cas de problème. Donc ayez ça dans votre panier en cas d'urgence. Un ballon d'extraction standard avec 3 tailles qui vont de 8,5 à 15 mm avec plusieurs diamètres gonflables. Une anse panier de type Dormia standard qui n'est pas guidée, qui permet d'extraire les calculs et qui est lithotrissable en cas d'urgence, hein, c'est permet de faire des lithotricies. Puis une prothèse pancréatique. Alors ce sont des prothèses pancréatiques biodégradables de Sea French dont Enrique vous parlera probablement tout à l'heure. Ce sont des prothèses qui sont en cours d'essai qui permettent justement une prévention, une prophylaxie de la pancréatite dont on vous parlera pendant le topo et qui sont en cours d'évaluation. Et pour finir, je vous conseille d'avoir une prothèse métallique couverte de 4 cm en cas de saignement, de perforation, et puis pour drainer d'éventuels calculs que vous n'arriverez pas, à extraire. Voilà. Nous sommes en train de débuter la procédure de CPRE. Donc, j'ai descendu l'Exalt, donc c'est un Exalt modèle D. Je vais juste vous montrer les différentes commandes, hein, donc les 5 commandes habituelles de la duodénoscopie. Donc lorsque l'on pousse, on se met en dessous de la papille, hein. Lorsque l'on tire, on se met au-dessus de la papille. La rotation des épaules vous permet de faire une translation du point de tir, c'est-à-dire que l'ensemble du point de tir permet d'aller de droite à gauche mais en restant parallèle, alors que le becquage latéral permet de faire une rotation de point de tir, c'est-à-dire que le point de tir va plutôt aller d'un côté ou de l'autre avec votre point qui reste fixe. Et puis la 5e commande qui est l'érecteur, qui comme vous le voyez ici est assez efficace, hein, puisque ce sont des appareils qui sont tout neufs, ce sont des matériaux dont l'usage sont ceux de la sortie d'usine. Alors on est dans le D2, vous voyez que l'image de l'Exalt est peut-être un peu moins bonne, un peu plus jaunâtre qu'un duodénoscope réutilisable. On arrive devant une papille qui est plutôt plane, recouverte de plis duodénaux un peu mous, ce qui est habituel chez les patients qui ont plus de 80 ans.
et on ne voit pas d'ampulome ni de processus malin suspect au niveau de la papille. Pour la cannulation, on va, comme d'habitude, essayer de rentrer. Alors oui. D'accord, donc ici on a une position adaptée. C'est très important, comme il s'est dit, de prendre vraiment bien le temps, d'évaluer la papille, d'évaluer la position où on va cathétériser et de ne pas s'élancer à faire un cathétérisme lors de la première opportunité. Ici, on est en train d'avancer plutôt avec les mouvements up et avec les duodénoscopes, pas vraiment en poussant les sphinctérotomes, c'est qui est quand même l'idéal à l'intérieur de l'orifice biliaire. On a l'impression qu'on a rentré un peu les sphinctérotomes dans l'orifice, dans la chambre commune ou dans l'orifice biliaire probablement. On peut à n'importe quel moment faire un coup d'escopie pour voir l'axe de l'esphinctérotum qui est plutôt biliaire ici, on dirait. Alors très souvent, on n'arrive pas à cannuler entièrement, profondément le sphinctéro, ce qui est habituel également chez les personnes âgées. Donc on peut se permettre effectivement de tenter de monter le fil guide. Donc Agnès, est-ce que tu pourrais essayer de monter le fil guide? Très bien. Alors là, on est passé dans la voie biliaire. Effectivement, la cannulation en général se fait avec la voie biliaire principale, avec le sphinctérotome, mais très souvent, nous avons besoin de nous aider avec un peu de fil guide. Alors, je vous propose de faire une petite pause pour parler justement de littérature, notamment de prévention de la pancréatite, qui est la complication de ce geste, et puis de savoir reconnaître quels sont les examens difficiles, comment reconnaître qu'un examen est potentiellement difficile, et on vous retrouve juste après avec Enrique. Nous allons définir dans un premier temps la lithiase de la voie biliaire principale, et pour définir cette lithiase de la voie biliaire principale, quelques mots sur la lithiase biliaire. Donc, la lithiase biliaire est une maladie qui désigne le fait d'avoir une bile lithogène, c'est-à-dire quelle que soit la localisation des calculs, le fait que la bile puisse précipiter en calcul définit même la maladie de lithiase biliaire. Alors la prévalence de la lithiase biliaire est connue, hein, elle est très fréquente, elle concerne quasiment 1 personne sur 6 de la population générale. Et lorsqu'on a une lithiase biliaire, elle peut devenir symptomatique, c'est-à-dire soit se compliquer, soit simplement provoquer des douleurs. Et en cas de lithiase biliaire symptomatique, entre 8 à 18% des patients présentent une lithiase de la voie biliaire principale. Donc seule une très petite partie, une petite proportion des patients qui ont une lithiase biliaire symptomatique ont un calcul dans la voie biliaire principale, donc une lithiase de la voie biliaire principale. Alors, ce chiffre est quand même assez faible, hein, ça représente qu'un faible nombre de patients, c'est ce qui explique qu'il va falloir être très prudent pour ne pas assimiler toute lithiase biliaire à une lithiase de la voie biliaire principale. Par ailleurs, il n'est pas connu à ce jour la prévalence exacte de la lithiase de la voie biliaire principale dans la population générale. Alors, les principales complications de la lithiase de la voie biliaire principale sont surtout de l'ordre de 2 complications majeures. D'abord, la pancréatite lithiasique, que l'on connaît avec des douleurs typiques associées à une lipase élevée, des signes scanographiques, mais aussi et surtout l'angiocolite, qui est très fréquente, qui arrive systématiquement chez 1 personne sur 4 s'ils sont suivis sur 4 ans. Alors l'angiocolite, c'est défini par l'association, la triade classique de la douleur, fièvre et de l'ictère, ce qui arrive classiquement, en tout cas dans la description classique, dans cet ordre précis, c'est-à-dire douleur, fièvre, ictère, avec comme façon d'explorer, avec comme exploration de l'angiocolite, essentiellement l'association, une première exploration par association d'une échographie abdominale et des tests hépatiques. Cette exploration simple constitue le premier niveau qui permet de diagnostiquer, ou en tout cas de présumer de la présence d'une lithiase de la voie biliaire principale, et ce sera l'objet du premier niveau de l'arbre décisionnel que l'on va vous proposer juste après. Alors, les autres outils pour l'exploration de la voie biliaire principale, c'est bien sûr le scanner, qui est un examen qui n'est pas fiable pour en tout cas la maladie lithiasique de la voie biliaire principale, puisque sa sensibilité n'est que de 55 à 80%, avec une spécificité quand même élevée,
ce qui veut dire que pour savoir s'il existe une lithiase valvulaire principale, le scanner est très mauvais. En revanche, lorsque le scanner voit des arguments directs en faveur d'une lithiase valvulaire principale, eh bien, le scanner est plutôt performant, mais ça ne concerne qu'une faible partie des patients qui ont une lithiase valvulaire principale. Vous avez ensuite les explorations fines de la voie biliaire avec d'une part l'écho-endoscopie bilio-pancréatique et d'autre part la cholangiopancréato-IRM. Alors on sait que l'écho-endoscopie est plus performante que la bile-IRM pour les calculs de la voie biliaire principale car ils permettent de mieux visualiser la taille des calculs, mieux visualiser également les petits calculs, ces mêmes petits calculs que la bile-IRM ne peut pas détecter et qui constituent probablement des faux négatifs pour la bile-IRM et qui expliquent aussi également la meilleure performance de l'écho-endoscopie par rapport à l'IRM. Nous vous présentons maintenant un algorithme qui émane des recommandations de l'ESGE pour la prise en charge de la lithiase biliaire. En cas de maladie lithiasique symptomatique, c'est-à-dire en cas de maladie lithiasique avec des symptômes à type de douleur ou de pancréatite, le premier niveau d'exploration est celui de l'association de l'échographie et des tests hépatiques. Cette première association est simple, rapide, facile et accessible quasiment dans tous les centres et permet de stratifier 3 niveaux de risque concernant le risque de présence de lithiase de la voie biliaire principale, soit un risque faible de lithiase de la voie biliaire principale en cas de normalité de l'échographie et des tests hépatiques, soit un risque intermédiaire ou alors un risque élevé avec des arguments directs ou indirects de présence de lithiase de la voie principale associés à des anomalies des tests hépatiques. Alors en cas de faible risque de lithiase de la voie principale, on recommande une cholestectomie d'emblée. Il est possible d'aller directement à la chirurgie, mais à condition que ces tests hépatiques soient normaux, que l'échographie soit normale, mais qu'aussi que ces tests hépatiques restent normaux après la chirurgie, et ce qui nous permet de dire qu'il faut surveiller les patients en post-opératoire, quelle que soit la stratégie que vous avez adoptée, quelle que soit la chirurgie d'emblée, la prise en charge endoscopique première, ou alors l'absence de CPRE si le risque est faible. Il faut surveiller les patients avec un test hépatique en post-opératoire. Alors en cas de risque élevé de lithiase de la voie biliaire principale, l'ESGE propose une CPRE d'emblée, ou alors une cholécystectomie avec extraction de calcul de la voie biliaire principale en cas d'absence de moyens permettant de réaliser une CPRE sur le centre concerné. Alors bien sûr aujourd'hui il est fortement recommandé de réaliser cette extraction par voie endoscopique du fait de la morbidité des manœuvres cholédoïciennes par voie chirurgicale. Et puis comme on l'a vu sur le premier topo, même si le risque de la voie biliaire principale est élevé et que l'on considère que l'on va à un traitement endoscopique par CPRE d'emblée, il est préférable de réaliser une écho-endoscopie malgré tout afin de ne pas méconnaître un processus sous-jacent, une tumeur, une lésion qui aurait pu favoriser la lithiase biliaire et qui aurait pu dissimuler justement ou mimer une lithiase biliaire principale sans autre sténose associée. On tombe régulièrement sur d'autres lésions que la lithiase elle-même. On peut trouver par exemple des lésions corporéo-caudales, une sténose tumorale de la voie biliaire principale, et plusieurs séries ont montré que lorsque l'on fait des écho-endoscopies systématiques dans des complications lithiasiques, il est détecté dans un nombre non nul de patients entre 15 et 30% des lésions associées qui n'ont aucun rapport avec la lithiase de la voie biliaire principale. Enfin, si votre risque de lithiase de la voie biliaire principale est donné intermédiaire par l'association de l'échographie des tests hépatiques, par exemple si vous avez une cholestase sur les tests hépatiques ou que l'échographie abdominale jette un doute sur la présence d'un matériel lithiasique dans le cholédoque, ou s'il y a une dilatation de la voie biliaire principale sans obstacle visualisé avec des tests hépatiques perturbés, eh bien vous avez un risque intermédiaire de lithiase de la voie biliaire principale. Dans ce cas, il est recommandé de réaliser une exploration fine de la voie biliaire principale
soit par IRM ou par échoendoscopie. Alors, il est préféré d'avoir recours à l'échoendoscopie d'emblée pour les raisons qu'on vient de détailler, c'est-à-dire la recherche d'une sténose du bas cholédoque que l'IRM a beaucoup de difficultés à observer. Par ailleurs, l'échoendoscopie est plus performante que l'IRM pour les petits calculs. Et puis pour finir, l'échoendoscopie se fait dans le même temps anesthésique que la CPRE, puisque en cas de positivité de l'échoendoscopie pour la présence du calcul, la CPRE se fera préférentiellement d'emblée au cours de la même procédure anesthésique. Et puis si l'échoendoscopie est négative, ce qui ne consiste pas vraiment en un geste très invasif, ce sont des anesthésies qui sont courtes, qui peuvent se faire en ventilation spontanée sur le rang décubitus latéral gauche, eh bien le patient pourra bénéficier d'une cholecystectomie rapide et si possible, peut-être, pourquoi pas, une cholecystectomie dans le même temps anesthésique si votre structure et votre organisation le permet. Quoi qu'il en soit, en cas d'absence de lithiase valvulaire principale chez un patient qui a une maladie lithiasique symptomatique, si votre échoendoscopie ou votre IRM ne montre pas de calcul de la valvulaire principale, la cholecystectomie doit se faire dans les meilleurs délais. Idéalement, dans le même temps hospitalier et puis dans l'idéal, dans le même temps anesthésique. Venons-en maintenant à la prise en charge de l'angiocolite. Donc, la première question est dans quel délai, quand faut-il intervenir pour le traitement d'une angiocolite? Alors la réponse à cette question dépend de la sévérité de l'angiocolite. Plus l'angiocolite est sévère, plus il faudra agir rapidement. Pour définir la sévérité de l'angiocolite, il est conseillé de vous baser sur la conférence de consensus de Tokyo qui a déterminé trois niveaux de sévérité de l'angiocolite qui sont détaillés sur la diapositive. Globalement, la grade 1 est une angiocolite bénigne, c'est-à-dire qui ne comporte pas de critères de sepsis, ni de sepsis sévère, ni de choc septique. Le grade 1 ne comporte aucun des critères des grades 2 et 3. L'angiocolite de grade 2, c'est une angiocolite associée en général à des critères de sepsis ou des sepsis sans défaillance d'organes avec des facteurs de risque tels que l'âge et l'hypoalbuminémie. Et puis enfin, le grade 3, globalement, c'est une angiocolite avec défaillance d'organes. Quand faut-il agir? Dès que possible en cas d'angiocolite sévère ou dans les 12 heures en cas de choc septique. En cas d'angiocolite modérée, dans les 48 à 72 heures, et puis en cas d'angiocolite bénigne, c'est-à-dire quasiment en cas d'angiocolite sans atteinte d'organes, le délai d'action est toléré de manière élective, c'est-à-dire lorsque vous avez de la place sur programme, mais sans trop tarder. Rappelons quand même que l'angiocolite peut être rapidement sévère, se dégrader en angiocolite sévère de manière imprévisible, et surtout il y a plus que l'angiocolite, le risque également de pancréatite lithiasique par un phénomène de nouvelle migration. J'en viens maintenant au second point des objectifs pédagogiques, qui est de connaître les facteurs de risque de complications d'une procédure de CPRE. Alors ces facteurs de risque sont disponibles dans Endoscopie et émanent de l'ESGE. Ils ont été colligés et regroupés sous la forme de 3 types de complications différentes. Alors tout d'abord, les complications de pancréatite, les facteurs de risque de complications de saignement et enfin les facteurs de risque liés à la complication d'angiocolite. Donc 3 complications majeures, pancréatite, saignement et angiocolite, avec pour chacune des facteurs de risque spécifiques pour prédire ou pour prévoir ces complications qui sont à connaître pour les éviter au maximum. Alors par exemple, pour la pancréatite aiguë, on sait que l'âge jeune du patient avec le fait d'être une femme sont des facteurs de risque de pancréatite. Il faut surtout faire attention à la situation particulière de la dysfonction du sphincter d'Oddi, qu'elle soit suspectée ou qu'elle soit prouvée, ce qui est très difficile à prouver, mais en tout cas ça constitue bien sûr un facteur de risque majeur de pancréatite, puisque le taux de complication de pancréatite passe de 4 à 5% pour une procédure standard, à près de 20 à 25% pour
un patient suspect d'une dysfonction du sphincter d'Oddi. Alors, il y a ces facteurs de risque liés au patient lui-même, donc le fait d'être une femme, d'être jeune, d'avoir soi-même un antécédent de pancréatite, notamment post-CPRE, d'avoir de manière présumée une dysfonction du sphincter d'Oddi. Il y a aussi des facteurs de risque liés à la procédure, c'est-à-dire à ce que l'opérateur va faire pendant la procédure, par exemple, cannuler la voie biliaire de manière difficile, ou alors cannuler de manière involontaire le versung, et puis surtout opacifier le versung lorsqu'on n'est pas sûr du canal que l'on vient de cathétériser, ce qui explique qu'il est fortement déconseillé d'injecter un canal si on n'est pas sûr qu'il s'agit bien de la voie biliaire principale, notamment lorsqu'on a une trajectoire qui ressemble à celle du canal pancréatique principal. Alors la cannulation, ou en tout cas le cathétérisme du versung, est considéré à risque lorsqu'il est supérieur à 1, donc au-delà d'un cathétérisme du versung, il est recommandé de réaliser des mesures prophylactiques de la pancréatite aiguë que l'on va voir juste après. Alors il y a également d'autres facteurs de risque probables de pancréatite aiguë, comme par exemple l'insphinctéroclasie, l'échec d'extraction de calcul avec sous-entendant probablement des manœuvres complexes, et puis la précoupe, la véritable précoupe depuis l'orifice papillaire, ou la sphinctérotomie transpancréatique, technique qui permet notamment d'accéder parfois à une voie biliaire récalcitrante en partant de l'orifice pancréatique et en coupant le sphincter commun depuis l'orifice pancréatique. La technique permet ainsi d'ouvrir l'ampoule et d'exposer les deux orifices pour pouvoir accéder à la voie biliaire principale. Alors passons maintenant au facteur de risque de saignement. Le risque de saignement est un risque qu'il faut anticiper et prévoir. Il concerne essentiellement les patients qui ont une thrombopénie, qui sont traités par anticoagulants, les patients cirrhotiques avec une défaillance de l'hémostase et une thrombopénie très sévère. Alors les patients cirrhotiques ne sont pas tous forcément à risque de saignement. Ce qui se passe réellement, c'est que les patients cirrhotiques ont une hémostase qui est imprévisible. On sait qu'un patient qui a 45% de TP a aussi 45% de protéines C et protéines S, il ne va pas forcément plus saigner. En revanche, en dessous de 30% de TP, on sait que l'hémostase est imprévisible. Donc ça constitue en soi cette imprévisibilité un facteur de risque de saignement. Il y a aussi l'insuffisance rénale chronique et puis les échecs de cannulation avec les précoupes qui risquent de faire saigner une artériole qui se trouve sur votre trajet de précoupe. Enfin, le risque d'angiocolite. Un cathétérisme biliaire est à risque d'angiocolite puisqu'on injecte du contraste et puis on reflue du matériel depuis la voie biliaire principale vers les sinusoïdes hépatiques qui sont eux-mêmes directement en contact avec la circulation sanguine. Donc nous sommes devant une barrière qui est hémato-digestive, puisque la barrière hémato-biliaire est assimilable à une barrière hémato-digestive. Alors ces facteurs de risque sont le drainage incomplet de la voie biliaire principale, notamment lorsque l'on opacifie un segment biliaire qui n'est pas ensuite drainé. Ça se voit chez des patients que l'on veut traiter pour des cholangiocarcinomes complexes ou des cholangiocarcinomes assez haut situés en intrahépatique. Vous avez également les antécédents d'angiocolite post-CPRE, et puis il y a la cholangioscopie qui s'explique par le fait que l'on injecte énormément de liquide pour pouvoir observer l'intérieur de la voie biliaire principale. Ce que nous avons vu précédemment concerne les 3 complications majeures de la CPRE. Les connaître, c'est pouvoir justement les anticiper et donc les traiter. Alors pour l'hémorragie, il suffit simplement d'être au fait d'une potentielle hémorragie et d'avoir à portée de main tout le matériel d'hémostase, c'est-à-dire coaggrasper, adrénaline à asperger, et puis surtout la prothèse, une prothèse biliaire métallique couverte que nous vous avons montré pour faire une hémostase mécanique locale. Concernant le risque de sepsis rétrograde, l'antibiothérapie est conseillée quel que soit votre cathétérisme en paire procédure et doit être poursuivi 5 jours après l'examen
en cas d'opacification vésiculaire, ou alors 48 heures après l'examen en cas d'antécédent de sepsis qui a justifié votre geste. Le plus complexe, le plus difficile finalement à prévoir reste finalement la pancréatite, puisque même si des facteurs de risque ont été clairement identifiés, les opérateurs qui pratiquent la CPRE sont face à ce sentiment de loterie, ou en tout cas de complications qui est indépendante de leur volonté. C'est la raison pour laquelle on a identifié des facteurs de risque, et en cas de facteurs de risque, il est systématiquement conseillé de réaliser une prophylaxie de la pancréatite aiguë. C'est finalement la complication la plus redoutée, puisqu'elle peut être très sévère, qu'elle est directement liée au geste lui-même, donc elle est iatrogène, instrumentale, et qu'il existe désormais des moyens pour l'éviter. Alors, un moyen simple est l'administration en intrarectal de 100 mg d'indométacide ou de diclofénac 30 minutes avant le geste, et cette administration d'AINS doit être désormais systématique. Le niveau de preuve est élevé. Ce traitement a fait l'objet de multiples méta-analyses qui ont prouvé un facteur protecteur des AINS intrarectales pour la pancréatite. La deuxième méthode prophylactique est l'hydratation intensive par ringère lactate. Alors cette méthode, en tout cas le protocole vous est détaillé juste en dessous, ça consiste par une injection continue de ringère pendant le geste, avec un débit élevé, donc 3 ml/kH, c'est un débit qui correspond à celui d'un remplissage, d'une expansion volumique, suivi d'un bolus. Donc là, ce n'est pas une expansion continue, c'est simplement un bolus de 20 ml/kg après la CPRE, suivi ensuite d'une expansion volumique continue sur 8 heures, avec un débit de 3 ml/kH sur les 8 heures qui suivent la CPRE, et ce bien sûr en l'absence de contre-indication de l'expansion volumique, c'est-à-dire que ce protocole doit se faire chez un patient qui n'est pas déjà en OAP, qui n'a pas une cardiopathie avec une insuffisance cardiaque sévère, ou qui n'a pas d'insuffisance rénale anurique qui pourrait le provoquer un OAP de surcharge. La troisième méthode est la prothèse pancréatique prophylactique. Alors ce sont des prothèses dédiées qui ont un calibre et une longueur fine, en général 5 à 6 French et 5 cm de longueur. Ces prothèses sont recommandées si il existe un haut risque de pancréatite aiguë. Parmi les hauts risques que nous avons détaillés précédemment, il y a essentiellement la femme jeune avec des voies biliaires fines et qui a une suspicion de dysfonction du sphincter d'Oddi. Alors, il n'est pas non plus recommandé de rechercher spécifiquement le canal pancréatique principal pour volontairement et délibérément mettre en place une prothèse pancréatique. Cette prothèse pancréatique est à mettre en place que si l'on canule de manière involontaire le canal pancréatique principal, notamment si on le canule de manière involontaire et que l'on utilise la technique du double fil guide pour pouvoir accéder par la suite à la voie biliaire principale. Cette technique du double fil guide est très utile pour pouvoir aborder les voies biliaires difficiles, avec notamment des anomalies de terminaison de canaux bilio-pancréatiques inhabituelles, ou par exemple en cas de chambre commune assez large, ou la présence de canal commun. Donc ça vous permet de verticaliser ou de mieux aborder la voie biliaire principale. Mais ce double fil guide doit probablement être suivi de la mise en place d'une prothèse pancréatique avant de retirer votre fil en position pancréatique. Alors, il n'est pas vraiment recommandé d'associer toutes ces manœuvres prophylactiques. Le suppositoire est systématique, mais vous pouvez associer une autre mesure prophylactique en cas de risque élevé, et ce risque est à évaluer par vous-même grâce aux recommandations de l'ESE qui ont été données précédemment. Bon, bienvenue de nouveau. Ici, on a cathétérisé alors la voie biliaire principale avec le sphinctérotomes. C'est important quand même d'avoir toujours une visibilité de l'extrémité distale du fil guide dans l'écran. Voilà. Il ne faut pas hésiter à repositionner, si nécessaire, l'écran pour améliorer la vision radiologique.
normalement, on peut deviner l'extrémité distale de l'sphinctérotum, et là, on est en train d'opacifier une voie biliaire qui est fine, avec quelques lacunes qu'on a déjà vu passer, qui sont compatibles avec les calculs qu'on voyait à l'examen équendoscopique. On est en train de revenir en arrière avec l'sphinctérotum, c'est quelque chose quand même qui est intéressant et important, surtout pour éviter au maximum d'opacifier les canaux cystiques ou la vésicule biliaire, parce que ce n'est pas l'objectif du tout de l'examen, et ça peut majorer les risques d'infection justement. On n'a pas eu de passage pancréatique, on a eu un cathétérisme direct de la voie biliaire, donc il n'y a pas d'indication à mettre en place, bien entendu, des prothèses pancréatiques, et les risques de pancréatite aiguë, il est moins important. Je voulais insister sur le fait que c'est une CPRE, donc c'est une cholangiographie, alors pas pancréatique comme Ulrike vient de vous dire, mais c'est important de voir tout l'arbre biliaire. Donc tout à l'heure on parlait d'épaississement et de cholangiogramme, mais vraiment on conseille de pacifier tout l'arbre biliaire pour voir justement des rétrécissements et des aspects un peu sténosés et un peu suspects. On se positionne, alors j'ai fait un échange, donc j'ai remonté un peu le fil guide pendant que je baissais mon sphinctérotome. On se positionne avec le fil guide, le fil de coupe, excusez-moi, au niveau de l'entrée de la papille. On va béquiller sur le côté gauche pour essayer de viser au maximum la partie la plus droite de l'infundibulum pour éviter le trajet pancréatique. Je vais tendre un peu le sphinctéro, s'il te plaît. Et avec la main droite, je vais faire une manœuvre de rotation pour pouvoir éviter au maximum le trajet pancréatique. On contrôle toujours son fil de coupe en prenant son temps et puis on peut continuer. Voilà, c'est important effectivement de se donner le temps qu'il faut. C'est pas nécessaire de faire toute la sphinctérotomie d'une fois ou avec une seule coupe de pédale, au contraire. On peut y aller progressivement, ce qui nous permet de contrôler beaucoup mieux l'axe. Ici, on est en train d'étendre un tout petit peu. Déjà, les passages de l'sphinctérotum avec les fils guides un peu tendus nous donnent une idée de l'ouverture de l'sphinctérotomie pour savoir si on va avoir besoin de couper un tout petit peu plus ou pas. Il est important de faire une sphinctérotomie vraiment complète, surtout pour l'extraction de calcul, pour éviter des difficultés d'extraction de calcul, pour éviter également que vous ayez des resténoses avec de la translocation bactérienne, des nouveaux empierrements cholédociens. Donc vraiment, il faut absolument... Voilà, donc là je fais une manœuvre de verticalisation, c'est-à-dire que je pousse sur mon cathéter, je baisse un peu mon érecteur et ça donne un trajet un peu plus vertical de la pointe de mon sphinctéroscope, de mon sphinctérotome, excusez-moi. Et le fil guide, du coup, a un aspect un peu plus penché comme ça, ce qui permet de ne pas couper le duodénum. C'est très important de bien vérifier, de laisser le fil guide en place. Et tous les débuts pendant l'échange, on les fait sous ce contrôle radiologique, mais du moment où on voit les fils guides en vision endoscopique, on peut aussi tout simplement contrôler endoscopiquement la position du fil pour éviter de faire des rayons nécessaires. C'est bon, je l'ai. Alors là, j'ai fait un échange assez rapide avec une infirmière qui est très efficace. Ce qui peut arriver, c'est que le fil guide s'en aille. Et vous savez que sur certains modèles de duodénoscope, l'érecteur freine. On appelle ça le V-système chez Olympus. Et là, ça marche très bien puisque regardez, j'essaie de tirer mon fil guide, ça ne bouge pas et pour le coup, c'est un bon point. Alors, j'ai mis en place le fil guide, je laisse en parallèle car je ne veux pas avoir de problème en cas de perforation. Et puis, je vais monter une dormia en parallèle qui n'est pas guidée. Alors, ce sont des dormias standards. Des Medwork qu'on avait présentés précédemment. Ici, c'est très important les différentes techniques pour monter justement un instrument non filoguidé dans la papille. Là, c'est une des manières de les faire, de s'approcher les maximums les plus près possible. Et après, jouer avec des mouvements down et up pour s'éloigner un peu et refaire un peu l'axe de la voie biliaire, parce que forcément, quand on vient de sortir la dormia, elle va un peu vers le bas, et c'est après, s'éloignant, qu'on peut reprendre l'axe un peu plus biliaire. Il ne faut pas hésiter à faire un contrôle précoce fluoroscopique pour être sûr qu'on est au bon endroit. Normalement, quand on retire des calculs, on essaye de retirer les calculs qui sont dans la partie plutôt dans la voie biliaire distale, avant d'essayer de retirer des calculs qui sont très proximales, parce qu'on peut avoir une impactation, surtout avec une dormia, à ce moment-là, on est un peu plus en difficulté. Là, on voit déjà comme il y a plusieurs calculs qui sortent. Moi, souvent, effectivement, j'aime bien aussi sortir avec une dormia complètement ouverte, parce que ça permet de ne pas écraser les calculs et de les sortir complètement, surtout quand la sphinctérotomie elle est efficace. Là, on a fermé la dormia, on va faire plusieurs passages, j'imagine, sans perdre à aucun moment
les fils guides. Alors c'est une dormia que l'on peut utiliser aussi pour opacifier, hein, donc on va faire un second passage avec une opacification en évitant le cystique, hein, parce qu'il n'est pas très loin. Ouvre un peu Agnès, s'il te plaît. Et est-ce que quand on utilise une dormia pour justement enlever des calculs, on est Injecte, s'il te obligé dans tous les cas de faire une opacification avec un ballon d'extraction par la suite, ou ça peut être rassurant justement l'opacification de la dormia, parce que parfois on a l'impression que l'opacification sous pression donne un peu plus de sécurité pour décider s'il y a une vacuité de la voie biliaire principale. Absolument, donc effectivement la vraie cholangiographie rigoureuse, c'est une cholangiographie en canulant la voie biliaire avec un ballon que l'on gonfle avec le calibre de la voie biliaire, et puis on va faire une opacification sous pression en descendant tous les calculs, ce qui nous permet vraiment de vérifier qu'il n'y a plus rien. On peut se permettre de faire les deux en même temps. Disons que dans ce cas précis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la voie biliaire est tellement facile à manœuvrer. On la voit très bien, c'est vrai qu'elle est très fine. Avec une dormia en plus, tu es d'accord Eddy, on peut faire les mêmes manœuvres qu'on est habitué avec les ballons, de faire du torquing avec la main droite. Absolument. Et de pousser pour s'éloigner un tout petit peu par rapport à l'extraction des calculs qu'on est habitué avec un ballon d'extraction. Donc c'est un peu les mêmes mouvements pour l'extraction, surtout quand c'est un peu difficile. Ici ça passe très facilement. Parce qu'il y a une sphinctérotomie qui est large. Injecte, s'il te plaît. Sphinctérotomie très large. On a fait plusieurs passages sans aucun doute sur un calcul. Ce que vous voyez ici, c'est probablement c'est peut-être un calcul résiduel. Et à quel moment, Eddy, tu penses que c'est adapté de fermer la dormia justement? Parce qu'on est en train de sortir les calculs à chaque fois avec la dormia complètement ouverte. À quel moment tu te dis on va fermer la dormia parce que... Alors personnellement je trouve... Ah, il y a un calcul qui est sorti effectivement. Personnellement je trouve que c'est intéressant que si vous voulez casser un calcul et faire une lithotricie, je ferme la dormia pour pouvoir ensuite faire un système de lithotricie intrabiliaire. Mais autrement, comme vous avez pu le voir, cette dormia permet de faire une sorte de ratissage de toute la voie biliaire pour extraire la majorité des calculs. Alors, on peut, pour être rigoureux et montrer vraiment un beau cholangiogramme complètement vide, on peut reprendre les ballons une fois qu'on l'a... Faire le ballon, même si on n'avait pas de doute, mais comme ce sont des calculs qui sont infracentimétriques, il peut y avoir des calculs qui peuvent échapper à notre dormia, hein, donc c'est... C'est important de savoir qu'il y a des dormias de tailles différentes, avec des systèmes éventuellement différents, qui permettent parfois la rotation, qui sont filoguidés, non filoguidés, qui permet la lithotricie mécanique avec un système court ou un système long, et la taille bien entendu. Donc il y a plusieurs modèles, donc il faut bien connaître les matériels. Il y a du pu qui sort un petit peu. Alors ça corrobore ce qu'on avait vu à l'échandoscopie, donc, ce n'est pas qu'une image construite, le pu qui sort peut correspondre à la cholécystite échandoscopique que l'on avait vue. Donc ce malade doit bénéficier d'une cholécystectomie. Et est-ce que quand on voit du pu qui sort, est-ce que c'est toujours indispensable de réaliser un prélèvement? Parce que ça c'est une question qu'on a assez souvent pour ces patients qui ont une angiocolite parfois sévère. Faire un prélèvement d'emblée. Tout à fait. Alors c'est un prélèvement non noble par définition, puisqu'on passe à travers un dodénoscope qui est certes à usage unique, donc qui a justement cet avantage de ne pas être contaminé par d'éventuels biofilms. Mais on passe quand même dans un dodénum qui est septique, on a des instruments et des mains qui ont été contaminés, donc c'est un prélèvement non noble. Néanmoins, ce sont des prélèvements qui peuvent aider en pratique clinique courante, puisque en cas de sepsis non contrôlé, on pourra se fier éventuellement sur un antibiogramme qu'on aura recueilli via ce prélèvement. Et puis chez les immunodéprimés, je pense notamment aux transplantés hépatiques, certaines équipes demandent systématiquement un prélèvement biliaire à la recherche de germes multirésistants qui devront faire l'objet d'une couverture antibiothérapeutique lorsqu'ils auront un sepsis non contrôlé. Reprends le guide, s'il te plaît. Donc là, on est en train d'avancer les ballons d'extraction, de nouveaux filoguidés. 8,5, s'il te plaît. Est-ce que parfois, ça peut être intéressant de changer les fils guides dans la voie biliaire intrahépathique gauche ou droite, ou modifier la voie biliaire intrahépathique du fil guide pour enlever des calculs ou pour opacifier? Ça peut changer quelque chose ou... Alors oui, bien sûr. Lorsqu'on a un empirement cholédossien majeur, il arrive quelquefois de devoir changer de fil guide, notamment si vous n'avez pas une opacification complète. Oui. Si vous n'avez pas une opacification complète, il faut avoir le cholangiogramme complet, et il faut aller dans l'autre voie biliaire que vous n'avez pas opacifiée. Dans ce cas précis, je pense qu'on peut se contenter d'une... Sûrement. Là, on est en train de gonfler les ballons. Je crois que le ballon n'est pas gonflé, Agnès.
On gonfle un peu plus, sinon on se met. Très bien. Ouais. On est en train de pacifier sous pression en même temps qu'on retire les ballons. On voit une boisvillière quand même assez fine. Là, on a passé vraiment l'encolie hépatique. Une boisvillière assez fine pour les nombres de calculs qu'il y avait. Alors tu peux remonter le fil guide s'il te plaît. Une fois qu'on a ce résultat-là, on est certain de manière très rigoureuse que la voie-biliaire est libre. Il faut bien sûr vider la voie-biliaire de son contraste, d'une part pour ne pas créer de stase et de translocation bactérienne rétrograde, et puis surtout pour nous assurer que si le contraste se vide entièrement, la voie-biliaire est également libre et donc la cholérèse se fait de manière certaine. Voilà, on voit un début de vidange. Alors pour vider, j'utilise plusieurs méthodes. Donc soit la rotation qui permet la translation de votre point de tir, rotation gauche et rotation droite par les épaules, soit ce que j'appelle verticaliser votre cathéter, c'est-à-dire vous poussez sur votre cathéter, vous baissez votre érecteur et vous écartez la lèvre inférieure de votre papille. Ou alors vous pouvez soulever la lèvre supérieure en tractant un peu sur votre duodénoscope et vous soulevez la lèvre supérieure. Voilà. Alors, voilà, ça c'est vidé. Voilà, c'est plutôt satisfaisant. On n'a pas parlé de prophylaxie. On a injecté chez ce malade 2 grammes d'augmentin pour prévenir la translocation bactérienne. Et puis, ce malade a bénéficié d'une expansion volumique par Ringer lactate avec un débit qui vous est détaillé sur le topo en prophylaxie de la pancréatite aiguë. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre venue. Merci.